Mais il ne faut pas demander à chaque fois le CBU. Donc les signes digestifs aussi peuvent exprimer aussi une infection urinaire dans cette tranche d'âge de 6 mois à 3 ans. Les rhinopharyngites aussi prolongés. Il y a des enfants qui sont traités pour des rhinopharyngites de façon prolongée et qui ne guérissent pas, ils disent que ça ne guérit pas. Alors que s'il y a une infection urinaire, il n'y a pas de rhinopharyngite parce que la rhinopharyngite, on sait très bien que les enfants ont souvent des rhinopharyngites lorsqu'il s'agit surtout de la période de cette période-là. Et la stagnation pondérale, c'est-à-dire un enfant qui ne grandit pas, qui n'augmente pas de poids. Au-delà de 3 ans, la fièvre, plus des signes orientateurs, là ça commence à un petit peu faire la même chose que chez l'adulte, c'est-à-dire il y a l'apparition de signes urinaires, pollakiurie, une difficulté urinaire, des brûlures mictionnelles, des fois immaturées. Il faut savoir que l'infection urinaire chez l'enfant peut donner une immaturée. La pyurie, le pus dans les urines, et les douleurs abdominales, les incontinences urinaires, etc. Au stade tardif, c'est-à-dire si un enfant qui a déjà un retard dans la prise en charge, on peut avoir une hypertension artérielle, on peut avoir une insuffisance rénale, on peut avoir un enfant qui est en retard staturo-pondéral, etc. Les examens complémentaires. Donc, les examens biologiques, donc ça, vous les connaissez, toute infection urinaire, ça se manifeste par une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, comme toute infection bactérienne. L'ionogramme sanguin, il faut toujours le demander, surtout la créatinine, c'est très important pour avoir une idée sur la fonction rénale, c'est obligatoire dans les uropathies malformatives. Le CBU, bien sûr, avec antibiogramme, et là, donc c'est positif, il faut savoir le lire aussi. Parce que le problème dans le CBU, il ne faut pas traiter le résultat qu'a écrit, ou bien la conclusion du biologiste. Sinon, vous allez traiter tous les ECBU de façon comme étant des ECBU positifs. Parce que des fois, on a uniquement des ECBU qui sont contaminés. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir les deux éléments, la leucocyturie et la bactériurie. Il faut que les deux soient au-delà de ces chiffres. La leucocyturie supérieure à 10 000 par millilitre et la bactériurie supérieure à 100 000, c'est-à-dire 10 puissance 4. La radiologie, toujours après une infection urinaire, après avoir traité l'infection urinaire, ou bien au cours du traitement, il faut demander une échographie de l'arbre urinaire mensuratrice. Là, toujours j'insiste et je le dis chaque fois, chaque année, mensuratrice de l'arbre urinaire. Parce que quand on demande une échographie de l'arbre urinaire, on demande des mensurations. On ne veut pas qu'on nous dise que c'est dilaté et c'est tout. On veut avoir des chiffres sur la taille du rein. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a une taille qui est correcte ou diminuée? Parce que des fois, quand les reins font des infections à répétition, ça se détruit, ça se dédifférencie, ça devient des petits reins dédifférenciés. Les cavités pilocalicielles avec les diamètres, surtout le diamètre antéro-postérieur du bassinet, qui est le diamètre le plus fiable au niveau du bassinet. Aussi le diamètre au niveau de l'urtère pelvien, aussi l'épaisseur de la vessie. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est l'index cortical, c'est-à-dire l'épaisseur du cortex. Parce que l'index cortical, ça donne une idée sur le retentissement de l'uropathie malformative. Et bien sûr, si on fait l'échographie au moment de l'infection, on peut trouver des signes de pyélonéphrite, des fois un calcul de stase. Le deuxième examen complémentaire, et que vous allez voir, à chaque fois qu'on va traiter une uropathie malformative, on le demande toujours, c'est l'UCR
l'urétrocystographie rétrograde. C'est l'opacification de l'appareil urinaire basse par généralement voie rétrograde, par l'urètre. Des fois, on peut le faire par voie antérograde quand on a un problème au niveau de l'urètre, c'est-à-dire on a un obstacle, on peut opacifier par la cystostomie, c'est-à-dire par la visser elle-même directement. Et en fait, c'est le seul examen qui peut mettre en évidence un reflux vésico-urétéral. Quand on veut faire le diagnostic du reflux vésico-urétéral, ce n'est pas l'échographie, c'est l'urétrocystographie rétrograde. C'est vrai que l'échographie va nous dire qu'il y a une dilatation parfois, et parfois il n'y a pas de dilatation, mais pour faire le diagnostic, c'est l'UCR. Sauf que pour réaliser l'urétrocystographie rétrograde, il faut que le CBU soit stérile. Il faut que l'urine soit stérile, ou bien si l'enfant il est infecté, il faut au moins réaliser une fenêtre d'antibiothérapie. C'est-à-dire qu'il faut commencer déjà les antibiotiques 48 heures à 72 heures avant de réaliser cette opacification, parce que le risque, si vous faites cet examen-là sur un malade qui est infecté sans couverture antibiothérapie, le problème c'est de l'aggraver et vous pouvez l'envoyer vers un choc septique à point de départ urinaire et l'envoyer aussi vers l'insuffisance rénale. Le troisième, toujours dans l'UCR, un UCR normal n'élimine pas un reflux. C'est vrai que c'est le seul examen qui fait le reflux, qui fait le diagnostic du reflux vésico-urétéral, mais un UCR qui est normal n'élimine pas un reflux. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un examen qui est instantané. C'est-à-dire il ne répond sur l'instant où l'examen est fait. Quand on a un reflux vésico-urétéral intermittent, dans les petits reflux qui sont intermittents, c'est-à-dire pas un reflux qui est continu, là on peut trouver un résultat qui est quasiment normal. Voilà. Peut-être après il faut le refaire, ou bien il faut juste suspecter ce qu'on appelle le reflux vésico-urétéral intermittent. L'urographie intraveineuse, là c'est un vieux examen. Normalement, maintenant, dans le monde développé est abandonné. Mais dans le contexte des pays émergents comme le Maroc, il garde toujours sa place en l'absence de l'accessibilité facile aux examens modernes comme la scintigraphie, comme l'uroscan, etc., l'uro-IRM. Et l'urographie intraveineuse, bien sûr, vous savez que c'est une opacification par voie intraveineuse. Pour le réaliser aussi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une fonction rénale qui est normale. On ne peut pas réaliser une urographie intraveineuse chez un insuffisant rénal. C'est comme le scanner injecté, c'est la même chose. C'est l'urographie, il étudie la sécrétion rénale, l'excrétion, et recherche les obstacles au niveau de toute la voie excrétrice, c'est-à-dire c'est un examen qui nous permet de voir s'opacifier de l'arbre urinaire. L'arbre urinaire haut et l'arbre urinaire bas, y compris la vessie. La scintigraphie, c'est un très bon examen, la scintigraphie rénale. D'ailleurs, si je dis que l'urographie intraveineuse est abandonnée, c'est parce que la scintigraphie maintenant, elle donne d'excellentes précisions que l'urographie intraveineuse. Et la scintigraphie, il y en a plusieurs marqueurs qu'on peut utiliser en fonction de ce qu'on souhaite de cette scintigraphie. Est-ce que c'est une scintigraphie dynamique ou fonctionnelle? C'est-à-dire, est-ce que c'est une scintigraphie où on veut trouver un obstacle, c'est-à-dire on cherche s'il n'y a pas d'obstacle sur l'écoulement des urines au niveau de la voie excrétrice. Là, c'est ce qu'on appelle la scintigraphie dynamique. Et là, les marqueurs qu'on peut utiliser, c'est le DTPA ou bien le MAG3.
si on veut avoir une idée sur la fonction exacte du rein, c'est-à-dire chaque rein, combien fonctionne. Là, c'est ce qu'on appelle la scintigraphie fonctionnelle et le marqueur ou bien le traceur qu'on utilise, c'est le DMSA, ce qu'on appelle le DMSA. La scintigraphie, bien sûr, il a un très grand apport pour l'indication chirurgicale, c'est-à-dire pour voir est-ce qu'il y a un retentissement quand on a une neuropathie malformative. Exemple, si on a par exemple un reflux vésico-urétéral, si on veut savoir est-ce que ce reflux, on va le surveiller et on peut avoir une résolution spontanée, mais sans avoir une destruction du rein. Là, l'élément, ou bien le moyen de surveillance, c'est la scintigraphie. Si c'est un reflux, au cours de la surveillance, il ne retentit pas sur le rein, c'est-à-dire on a toujours le rein, il fonctionne normalement, on peut continuer la surveillance. Mais si c'est un reflux qui a diminué la fonction de ce rein-là, homolatéral, il faut agir et l'opérer. Les autres examens, bien sûr, il y a aussi l'endoscopie, l'urétrocystoscopie pédiatrique, c'est très important parce que des fois on a tout le bilan qui est normal et le seul moyen pour voir exactement ce qu'a le bébé, c'est la cystoscopie. Parce que la cystoscopie, il va étudier l'urètre, le col de la vessie, les muscles trigonales, l'emplacement du mia urétéro, les deux mias, on va les voir, leur aspect, leur emplacement, etc. Et aussi la paroi vésicale. Les explorations aérodynamiques aussi sont très importantes, surtout dans les troubles fonctionnels, comme les vessies neurologiques, les dysfonctions vésico-sphinctériennes, là pour étudier en fait la pression au niveau de la vessie, et aussi pour étudier le jeu qui existe entre la vessie et le sphincter, parce que la vessie travaille en synergie avec le sphincter, les sphincters, que ce soit interne ou externe du col de la vessie. C'est pour en fait ne pas entraîner un retentissement sur le rein. C'est-à-dire, une fois que la vessie arrive à une certaine pression, une certaine capacité, le sphincter se relâche pour vider. Et voilà. En pratique, qu'est-ce qu'il faut faire devant une suspicion d'une infection urinaire? Il faut demander un OCB, bien sûr, après toujours la bandelette. Si c'est positif, il faut traiter l'infection urinaire, mais il faut demander absolument une échographie urinaire. Si c'est normal, on peut s'arrêter là, mais surveiller, parce que la possibilité d'un petit est possible, c'est-à-dire qu'il soit responsable de l'infection urinaire, et il faut simplement le surveiller. Mais s'il est anormal, c'est-à-dire s'il y a des choses anormales au niveau de l'échographie, il faut demander les autres, en commençant par l'urétrocystographie rétrograde et les autres en fonction de chaque cas. En conclusion, donc l'échographie anténatale qui permet 80% des uropathies malformatives. À la naissance, il faut savoir évoquer l'uropathie malformative devant des signes extra-urinaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre aux signes urinaires pour penser à l'infection urinaire. Devant une fièvre isolée, il faut penser à l'infection urinaire. Devant une diarrhée, il faut penser à l'infection urinaire. Devant des douleurs abdominales fébriles, il faut penser à l'infection urinaire, etc. Devant toute fièvre inexpliquée, demandez la bandelette urinaire, plus ou moins au CBU, en fonction du résultat de la bandelette. Et devant toute infection urinaire fébrile, il faut demander une échographie. Le pronostic, il est amélioré. Il faut bien sûr développer dans notre contexte le diagnostic anténatal et améliorer la prise en charge thérapeutique. Et il faut savoir que les uropathies malformatives, puisqu'ils sont souvent responsables d'une insuffisance rénale, si on ne les traite pas, il faut
poursuivre la surveillance, même s'ils sont traités, c'est-à-dire même s'ils sont opérés et le malade est guéri, il faut les surveiller jusqu'à la fin de croissance. Pourquoi? Parce que les lésions qui sont réalisées avant la prise en charge sont définitives, ne vont pas s'effacer par la chirurgie, par la correction chirurgicale. Là, je fais allusion aux cicatrices rénales du reflux vésico-urétéral. Ces cicatrices rénales sont définitives, ils vont évoluer pour leur propre compte. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui a présenté un reflux méconnu pour quelques années, le jour où il vient chez le médecin, il fait le diagnostic du reflux et il prend en charge ce reflux et il corrige ce reflux, les parents croient que le problème est réglé, mais non, le problème n'est pas tout réglé, parce que le risque de l'insuffisance rénale après quelques années est possible et c'est au dépend, ou bien c'est en rapport avec les cicatrices qui sont réalisées avec la prise en charge. Les cicatrices-là sont définitives et qui évoluent pour leur propre compte, ce qui justifie une surveillance régulière jusqu'à la fin de la croissance pour détecter un début de l'insuffisance rénale. Voilà. Donc, le premier cours, وهذا